Le président Trump contrôle le détroit d'Ormuz. Il est aux commandes de la guerre. Ces fichus Iraniens sont à bout de souffle. Ils vont s'effondrer d'un moment à l'autre. Ils veulent absolument un accord. Ils le supplient d'en conclure un. Et apparemment, d'autres frappes sont prévues pour ce soir, même si personne ne sait vraiment pourquoi. Mais elles arrivent, c'est sûr. Et au passage, le président Trump veut être remboursé pour la protection des alliés du Golfe, ceux qu'on n'a même pas protégés. Mais il veut être remboursé d'une manière qui franchement me laisse perplexe, parce que j'ai du mal à garder mon calme et à comprendre de façon logique ce que le président des États-Unis est en train de dire. Alors bien sûr, on va se tourner vers Alexander Mercurius, co-animateur de The Duran et créateur de sa propre chaîne YouTube. Tout le monde connaît Alexander, c'est l'un des plus grands fans de l'émission et c'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous. Alexander, bienvenue dans cette émission un peu folle. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Et je dois dire que c'est toujours un plaisir d'être dans cette émission. Je pense que ce qu'on va faire, c'est essayer d'analyser un peu tout ça et d'apporter un peu de raison et de bon sens à ce qui, je suis bien d'accord, est une situation très très complexe, assez étrange et même un peu folle. D'accord. Si vous arrivez à donner un peu de sens à tout ça, vous êtes un plus grand magicien que je ne le pensais, parce que moi, je n'ai toujours pas compris. Et laissez-moi juste montrer aux gens d'où vient une partie de cette frustration. Voilà le président Trump hier, à qui on a posé une question. Et rien que ça, franchement, ça me fait secouer la tête devant un tel manque ou une telle perte d'humanité. En gros, le président Trump, on lui demande à la télévision, « Est-ce que vous pouvez tuer tout le monde ?» Est-ce que vous, ou l'armée américaine, ou l'armée israélienne, pouvez atteindre ce qu'il reste de leur 3e, 4e ou 5e ligne? Vous savez où ils sont? Est-ce que vous pouvez les éliminer? Oui, c'est vrai, mais on ne veut pas en parler. On surveille ça de très près, ça c'est sûr. Je connais très bien le sujet. J'en sais beaucoup, mais je ne pense pas que ce soit le moment d'en parler. On verra bien. Par exemple, ce soir, on va les frapper très fort, et demain aussi. Et ils ne pourront strictement rien y faire. Ils n'ont rien. Rien du tout, à part de grandes gueules. Continuez comme ça, Monsieur le Président. C'est très bien que je l'ai fait, parce que ça m'a permis de les connaître. Le protocole d'accord, au passage. Et franchement, c'est bien mieux. Vous savez, les gens disent que j'ai été au moins raisonnable. Mais moi, je les ai vraiment connus. Et ce sont des gens complètement fous. Au moins, moi je suis raisonnable, dit-il, alors qu'eux, du côté iranien, sont complètement fous, ajoute-t-il. Mais, Alexander, d'abord, revenons à la première partie de tout ça. Franchement, je trouve ça déconcertant et même profondément décourageant d'entendre ce présentateur télé ici, tout excité, comme s'il parlait de la Coupe du Monde et du nombre de buts qu'on pourrait marquer aujourd'hui, avec exactement le même enthousiasme quand il demande « Est-ce qu'on peut tuer tous ces dirigeants ?» Qu'est-ce que tu en penses? Le fait que ça passe pour quelque chose de normal, toi, qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, je trouve ça absolument terrible. Et je peux le dire, c'est complètement choquant. Ce genre de questions ne devrait jamais être posées. Ce genre d'idée, franchement, c'est choquant que des gens puissent même y penser. Et que le président des États-Unis se soit laissé entraîner dans une discussion sur un sujet pareil, ça aussi c'est affreux. Je dirais même honteux en fait. On ne devrait pas parler comme ça. Toutes ces tueries, tous ces assassinats, au final, qu'est-ce que ça a résolu? Ça a juste tué beaucoup de gens. Ça a tué des civils. Ça a tué tous ces enfants dans cette école, dès le tout premier jour. Et ça n'a rien résolu, rien du tout. Tuer encore plus de gens, ce n'est pas seulement mal,
même si ça l'est profondément, terriblement mal. Mais en plus, ça ne sert à rien. Ça n'accomplit absolument rien de ce que ces gens semblent croire. Et comme tu l'as très justement dit, Daniel, la façon dont certains commentateurs semblent attendre ça, presque impatients de voir des gens mourir comme si c'était un jeu. Franchement, c'était écœurant. Eh bien, c'était, vous savez, même l'idée de dire, est-ce qu'on peut retrouver tous leurs troisièmes et quatrièmes rangs? En fait, vous avez déjà mis le doigt dessus avec les premiers, les soi-disant premiers et deuxièmes. Ce qui, à mon avis, ne décrit pas vraiment ce qui s'est passé. On a assassiné un certain nombre de personnes, mais le président Pezeshkian reste le président Pezeshkian. Mostafa Khamenei, le fils, est maintenant le guide suprême. Donc en réalité, on a juste remplacé un Khamenei par un autre. Mais les gardiens de la révolution sont toujours là. Ghalibaf est toujours là. Araghchi est toujours là. Donc, ce sont toujours les mêmes gars en première ligne, ceux qui étaient déjà là avant. Donc même ça, vous ne l'avez pas obtenu, même si le président Trump lui-même le dit souvent. Mais est-ce que vous pouvez vous souvenir d'un moment dans l'histoire, que ce soit dans l'Antiquité ou à l'époque moderne, où il y a eu cette idée, cette intention de dire « Allez, on va tuer tous les dirigeants de ce pays, et puis, parmi ceux qui restent, quelqu'un finira bien par dire « D'accord, c'est bon, plus de combat, prenez ce que vous voulez. » Est-ce que vous connaissez un moment où ça a été tenté, ou ça a marché? Eh bien, je ne vais pas dire que ça n'a jamais été tenté, mais je vais dire ceci. Je ne me souviens d'aucun moment dans l'histoire où ça a été tenté de cette façon et où ça a fonctionné. Notamment, aucun des camps pendant la Seconde Guerre mondiale n'a essayé de faire ça. Et pourtant, on parle de gens d'une cruauté absolue dans certains camps. Mais cette idée selon laquelle tuer les dirigeants de l'autre camp serait la manière de gagner une guerre, pour moi, ça va à l'encontre de tous les principes de l'humanité, mais aussi, peut-être, de tous les principes de la politique et de la stratégie. Je veux dire, j'ai du mal à croire que c'est comme ça que les soldats, dans la plupart des guerres, ont réfléchi ou mené leur combat. Franchement, je ne me souviens pas que les Romains faisaient ça. Ni les Grecs, ni les Perses, ni les Français, les Britanniques, les Allemands ou qui que ce soit d'autre. Je n'ai aucun souvenir d'un tel comportement à un moment quelconque dans le passé. Et d'ailleurs, si on parle des Romains, eux, ils avaient cette tradition d'honorer les ennemis courageux. Peut-être que c'est quelque chose dont on devrait s'inspirer aussi. Oui, ça, nos dirigeants n'y penseront pas de sitôt, si jamais ils y pensent un jour. Regardons plutôt un autre aspect de la question. À plusieurs reprises par le passé, ici même, le président Trump a dit « Je veux réussir, je veux accomplir tout ça ». Bien sûr, cette liste d'objectifs a pratiquement changé une douzaine de fois depuis février 2028, quand tout a commencé avec l'idée d'une reddition inconditionnelle. Ils ont déjà perdu. Et à l'adresse des gardiens de la Révolution, il disait « Vous devez déposer les armes ou affronter une mort certaine ». Et évidemment, ça ne s'est jamais produit. En réalité, très peu de membres des gardiens de la Révolution ont été tués, en tout cas parmi les soldats. Bon, ça évidemment, ça s'est pas passé. Ensuite, il a été question des stocks nucléaires, de la poussière nucléaire. Il fallait que tu me donnes ça. Et moi, je devais... Enfin bref, maintenant, on n'en parle même plus. Comment c'est perçu de votre côté de l'Atlantique quand il fait toutes ces déclarations sur ce qu'on va faire? Puis, sans problème, il dit juste « Bon, oublions ça, passons à autre chose ». Franchement, à ce stade, je ne sais même plus quel est l'objectif. À part le contrôle du détroit d'Ormuz, je ne vois pas vraiment ce qu'il y a d'autre sur la table. Comment c'est vu chez vous? Eh bien, la première chose à dire, c'est qu'au départ,
tout ça concernait l'enrichissement d'uranium par l'Iran. Et maintenant, on n'en parle presque plus. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est de toute autre chose. Le détroit d'Ormuz, qui bien sûr était complètement ouvert à la navigation avant cette attaque. La guerre a commencé le 28 février. C'est important de s'en souvenir. Mais comment tout cela est-il perçu de mon côté de l'Atlantique, au Royaume-Uni et en Europe? Avec une horreur muette pour la plupart des gens, exactement pour la raison que vous venez d'évoquer. Ce n'est pas comme si la plupart des gouvernements ou la plupart des gens dans le système politique, ou même une grande partie des populations européennes, avaient une sympathie profonde ou naturelle pour la direction iranienne. En fait, ils ne la connaissent pas vraiment. Mais d'après ce qu'ils en ont vu, ce n'est pas comme s'ils ressentaient une quelconque affinité avec eux. Mais ils se posent tous la même question. Où tout cela mène-t-il? Comment ça peut fonctionner? Quel est le plan? Pourquoi le président pense-t-il que ce qu'il fait maintenant, qui semble exactement la même chose que ce qu'il faisait en mars, va réussir cette fois, alors que ça n'a pas marché auparavant? Voilà la vraie question. C'est cette inquiétude-là que les gens ont. Et bien sûr, quand les gens entendent, quand ils voient ce langage d'une violence extrême dont on a parlé plus tôt dans l'émission, eh bien, ça influence forcément les sentiments et les émotions. Et ils commencent à ne plus seulement critiquer l'absence de politique, ce qui est, je crois, le cas dans beaucoup de gouvernements en Europe. Les gens, je parle ici des électorats, des populations au sens large, deviennent très critiques sur la dimension morale de cette guerre. Ils se demandent, est-ce que tout cela consiste simplement à tuer l'ennemi, ou est-ce qu'il y a un véritable objectif derrière? Parce que si c'est juste une question de tuer, alors pour eux c'est inacceptable, et ils veulent que ça s'arrête. Oui, on verra si quelqu'un finit par exprimer ce point de vue autrement que dans sa tête, parce que pour l'instant, je n'ai entendu aucune objection, en tout cas pas de la part d'un dirigeant européen. Bon, continuons. Ce que je dirais rapidement à ce sujet, c'est que oui, les dirigeants européens, en ce moment, hésitent beaucoup à critiquer ouvertement le président et les États-Unis. Mais en même temps, ils ne se montrent pas très solidaires non plus. Ils ne se précipitent pas pour envoyer des troupes au Moyen-Orient afin d'aider les Américains. Ils savent très bien que les électeurs en Europe ne voudraient pas de ça. Et ils font donc extrêmement attention à ce qu'ils disent. Ce qui montre clairement qu'ils sentent la désapprobation de leur population. Oui, mais malgré tout, personne ne veut agir. Ni Keir Starmer, ni ce nouveau type qui va arriver, ni Emmanuel Macron, ni Friedrich Schmitz, et ainsi de suite. Personne ne veut prendre la moindre mesure, peu importe ce que pense leur population. Il me semble en tout cas qu'ils sont plus inquiets à l'idée de déplaire à ce roi fou, le président Trump. Tu vois les choses autrement? Oui. Ah, absolument. Tu as tout à fait raison. Et bien sûr, il y a la question plus large de l'Ukraine, qui est devenue une sorte de piège moral, d'une autre manière. Les gouvernements européens sont tellement concentrés sur l'Ukraine et sur la guerre en Ukraine qu'ils ne veulent pas fâcher Trump en critiquant ce qu'il fait au Moyen-Orient. Et ils craignent que s'ils le font, ils deviennent encore plus critiques à propos du conflit en Ukraine qu'il ne l'a déjà été. Et il pourrait commencer à se montrer plus critique envers l'OTAN et envers l'implication des États-Unis dans l'OTAN. Donc pour toutes ces raisons, ils ont très très peur de formuler la moindre critique. Et d'ailleurs, cela a un impact politique en Europe, parce que les gens voient nos dirigeants européens et ils les trouvent faibles, complices de tout ça. Ce qu'ils sont, bien sûr. Et si vous parlez à qui que ce soit en Europe, si vous discutez un peu avec des gens, surtout en Grande-Bretagne, vous vous en rendez compte très vite. Les gens deviennent mécontents, en colère,
et le respect pour les dirigeants européens, déjà pas très élevé, continue de baisser. Et vous savez, je vais en passer un autre. Trump a dit beaucoup de choses hier, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. L'un de ses propos est directement lié à ce dont vous parlez ici. D'abord, bien sûr, il a commencé en disant qu'on allait peut-être gagner cette affaire si on avait de la chance en 24 heures avec l'assassinat d'Ali Khamenei. Bon, ça n'a pas marché, mais peut-être dans 4 ou 5 jours. Puis il a dit, d'accord, peut-être 4 ou 5 semaines. Ensuite, il a encore repoussé l'échéance. Et puis il a ajouté, on détruit tout le monde, on a déjà gagné, et ainsi de suite. Ça n'est jamais arrivé. Pendant 40 jours et 40 nuits, on n'a pas réussi à pénétrer leurs villes souterraines de missiles, leurs usines de drones, tout ce qu'ils avaient caché sous terre. Ils ont gardé jusqu'à aujourd'hui la capacité de frapper. On n'a jamais pu prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Et pourtant, voilà que le président Trump, hier, expliquait que maintenant, avec ces petites frappes de représailles qu'on mène depuis 3 jours de suite, et apparemment une 4e prévue pour ce soir, il affirme qu'on peut éliminer toutes leurs capacités. Ce soir, on les frappe très fort, comme vous le savez. On les frappe. On a d'énormes quantités de munitions. On a des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis des années. Et on les frappe vraiment durement. Et ça va continuer. On verra ce qui se passe. Mais on détruit toutes leurs capacités offensives et on contrôle les détroits. On remet en place le blocus, et c'est un blocus qui ne vise personne d'autre que l'Iran. En clair, toute personne qui fait affaire avec l'Iran ne pourra pas passer. Tous les autres pourront. Donc oui, c'est un blocus. Un blocus très fort. Ce blocus est probablement encore plus efficace que les frappes elles-mêmes. Mais je pense que c'est la combinaison des deux qui fait vraiment la différence. Mais vous pensez qu'un accord est encore possible? Vous croyez qu'ils vont revenir là-dessus? Oui, je pense qu'un accord est possible, bien sûr. Oui, je le fais. Bon, pour résumer, on a eu 40 jours et 40 nuits de bombardement. En gros, ça n'a pas mis l'Iran à genoux. Ça n'a pas libéré le détroit d'Ormuz, ni rien de ce genre. Ça n'a pas non plus détruit leurs missiles. Rien du tout. Ensuite, on s'est dit d'accord. Apparemment, on a compris que ça ne marchait pas et on a cramé entre 40 et 50% de certains de nos systèmes d'armes clés, surtout les missiles de croisière longue portée. Après ça, on a tenté un blocus. Le blocus, pareil, ça n'a pas marché non plus. Ça a mené au protocole d'accord. Donc on s'est dit, essayons ça, voyons si on peut rouvrir le détroit, et ainsi de suite. Et maintenant, en gros, il essaie de dire, bon, on va retenter A et B, mais à moindre coût. Donc il va refaire un blocus, et il va essayer d'éliminer toutes leurs capacités offensives, avec les mêmes systèmes d'armes, les mêmes cibles, sauf qu'en beaucoup plus petit nombre. Et franchement, c'est quoi ce délire? Comment ça peut avoir le moindre sens? Je pense simplement que oui. Je me demande même si ça a du sens pour lui. Enfin, c'est pas un idiot, quoi qu'en disent certains. Et je crois qu'à un certain niveau, il doit bien comprendre que c'est une politique, une stratégie, qui ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, ce n'est même pas une stratégie, comme vous l'avez dit, je crois. C'est juste de l'improvisation. C'est frapper l'Iran et espérer que, d'une manière ou d'une autre, quelque chose se produira, que les choses changeront. Mais rien ne permet de penser que cette chose, quelle qu'elle soit, que vous espérez voir arriver, va réellement se produire. Et pourtant, on dirait qu'il n'arrive pas à se résoudre à faire ce qu'il doit finalement faire. Revenir au mémorandum d'accord, s'y tenir, et travailler pour que ça fonctionne. Je pense que c'est justement pour ça qu'on a ce problème. En fait, ce qui s'est passé avec le protocole d'accord, c'est que les États-Unis l'ont vu, ou du moins le président l'a vu, comme un moyen
de rouvrir le détroit d'Ormuz. Mais il était très très mécontent à l'idée de mettre en œuvre toutes ces autres idées et conditions. Et c'est là, à mon avis, que tout s'est enrayé. Ce qu'il devrait peut-être se dire maintenant, c'est que ce qui a échoué auparavant ne fonctionnera pas cette fois non plus. On a quand même réussi à rouvrir, au moins en partie, le détroit d'Ormuz, grâce à la diplomatie, grâce à ce protocole d'accord. Il faut qu'on trouve un moyen de revenir en arrière, de convaincre les Iraniens d'accepter de revenir à ce protocole d'accord. Et cette fois, il faut qu'on travaille ensemble, de manière positive et constructive avec eux pour le reconstruire. Voilà, c'est ça le plan, c'est ce que je lui proposerai. Mais bien sûr, pour lui, c'est inacceptable. Il refuse cette réalité. Alors, à la place, comme je l'ai dit, il lance de nouvelles frappes, beaucoup moins puissantes que celles d'avant. Et il se dit, à lui-même et au monde, que ce qui a échoué auparavant va réussir cette fois. Tu sais, tu as dit, enfin, à un certain niveau, il doit bien comprendre. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir accepter ça comme ça, parce qu'il y a une chose qu'il a dite là-dedans. Il a dit que ce blocus ne concernerait que le côté iranien. Et ça me rappelle quelque chose, je ne me souviens plus exactement si c'était en avril ou en mai, quelque part par là. On avait enfin trouvé un accord avec la partie iranienne pour lever 2 blocus en même temps. Et donc, le président Trump a publié un communiqué, Abbas Araghchi aussi, disant que le détroit était ouvert. Sauf que Trump a précisé que le détroit était ouvert pour notre côté, pour que nos marchandises puissent sortir, mais qu'on maintiendrait le blocus du côté iranien. Et bien sûr, quelques minutes plus tard, la partie iranienne a répondu « Très bien, alors vous êtes stupide. Non, il restera fermé. » Et c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, il va vouloir... Bon, comment une personne qui réfléchit un minimum, et c'est bien là le point, peut se dire « D'accord, je vais remettre un blocus sur l'Iran. » Bien sûr, eux, ils vont garder leur côté ouvert. Ils ne vont pas empêcher qui que ce soit de passer de notre côté, parce que c'est ce qu'on a dit, et croire que ça va marcher. Et évidemment, ce matin encore, l'Iran reste totalement cohérent, peu importe le nombre de fois où ils ont été frappés. Ce matin, ils ont encore touché un autre pétrolier. Il était en feu. J'ai vu des images assez impressionnantes tout à l'heure. Donc clairement, ils ne vont pas reculer. Donc, si Trump impose un blocus sur les produits iraniens, alors c'est un blocus sur tout, et plus rien ne passera. Et tous les problèmes économiques vont continuer à s'accumuler. Qu'est-ce qui l'a poussé vers le protocole d'accord au départ? Franchement, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez mis le doigt dessus. Exactement. Vous avez tout compris. Exactement. Ce que veut le président, c'est un accord où les Iraniens respectent leurs obligations, mais où lui, il n'est pas tenu de respecter les siennes. Et en même temps, ce qu'il refuse de reconnaître, c'est que chaque action qu'il entreprend, toute action militaire contre les Iraniens, va forcément provoquer une réaction en retour. Donc s'il frappe les Iraniens, ils riposteront. S'il impose un blocus sur les exportations de pétrole iranien, les Iraniens imposeront à leur tour un blocus sur les exportations de pétrole d'autres pays. Il refuse de reconnaître cette réalité. L'Iran a bel et bien la capacité et le pouvoir de faire cela. Évidemment, l'Iran n'est pas une puissance comparable aux États-Unis. Personne ne le pense. Mais sa position géographique lui permet de répondre à toute escalade américaine. Pas en frappant directement les États-Unis, bien sûr, mais en provoquant des perturbations dans l'approvisionnement mondial en pétrole. Et les États-Unis n'ont pas de solution simple à ce problème. Certainement pas de solution militaire. Et s'il y a une solution diplomatique, enfin Trump a dit à la fin, la dernière fois dans la dernière partie, quelque chose comme « Oui,
je pense qu'on va quand même parvenir à un accord. Et écoutez, on avait le professeur Sayed Mohammad Marandi dans l'émission hier, et il a dit très clairement ce qu'on avait déjà vu dans plusieurs déclarations officielles de leur gouvernement, que tant que les sanctions sur leur secteur énergétique ne sont pas levées, que l'argent n'est pas débloqué, que les fonds gelés ne sont pas libérés, et qu'Israël ne s'est pas retiré du Liban. Tant que ces trois choses n'arrivent pas, ils ont dit qu'il n'y aurait aucune négociation. Ils ne veulent même pas se rencontrer, encore moins parler du nucléaire ou quoi que ce soit d'autre. Et franchement, ces conditions sont quasiment impossibles à remplir pour Trump. Alors quand il dit « Oui, je pense qu'ils sont prêts à faire un accord », eh bien, il faut quand même se demander sur quelle planète il vit. Mais ensuite, on a... Enfin, quand je dis quelle planète, ne pensez pas à Mars. Pensez à quelque chose de bien plus lointain. Parce que là, il parle comme si on avait déjà eu un accord et qu'ils étaient revenus dessus. Je pense que ça avance très vite. On a démoli leur armée. On les frappe très fort. On avait un accord hier ou avant-hier. Tout était réglé. Et puis ils ont rompu cet accord aussitôt parce qu'ils ont découvert qu'il y avait quelque chose dedans qui ne leur plaisait pas. Ils ne fonctionnent pas comme nous. Et on ne va pas tolérer ça. On avance, tout simplement. On les attaque ce soir. On va éliminer toutes leurs capacités liées au détroit d'Ormuz. Et je pense qu'au final, on finira par tout contrôler. Ce qu'ils font est vraiment insensé, complètement stupide, et ils ont traité les gens de façon horrible. On en parlait il y a une minute. Les gens en Europe, et quand je dis ça, je parle aussi bien des citoyens ordinaires que des responsables politiques, quand ils entendent certaines des choses insensées qu'il a dites. Mais voilà encore un exemple. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il affirme qu'on peut encore conclure un accord? Les Iraniens, eux, ont clairement dit ce qu'ils exigeaient pour un accord, et ils ont ajouté qu'ils ne parlaient plus avec nous. Et là, on entend Trump dire « Ah oui, non seulement on ne parle plus, mais on avait un accord, et c'est eux qui l'ont trahi, et ainsi de suite. » Franchement, est-ce que quelqu'un croit vraiment ce que le président Trump vient de dire? Non, je ne pense pas que qui que ce soit y croit. Et je ne pense pas non plus que les gouvernements européens y croient. Et je suis certain que les gens en Europe n'y croient pas non plus. Je pense que, si on parle de la population au sens large, ceux qui suivent vraiment ces guerres, souvent plus attentivement qu'on ne l'imagine, savent très bien que l'accord qui avait été conclu, qui avait été négocié, ne fonctionnait pas. Parce qu'au fond, Donald Trump n'était pas vraiment prêt à le faire fonctionner. Alors, pour revenir à vos remarques, et aussi à celles que le professeur Marandi a faites, j'ai d'ailleurs regardé l'émission avec lui, c'était vraiment très très intéressant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'après le 28 février, la position de l'Iran, pendant plusieurs semaines, a été très claire. Il n'y aurait pas de cessez-le-feu temporaire, pas d'accord intermédiaire. Il ne pourrait y avoir qu'un accord final, complet et global entre l'Iran et les États-Unis. Et dans cet accord, les États-Unis devraient faire des concessions très importantes. Lever les sanctions, libérer les avoirs gelés, retirer leurs forces du Moyen-Orient. C'était la position iranienne. Mais ensuite, l'Iran a subi beaucoup de pression de la part de ses amis, la Chine, le Pakistan et aussi la Russie, qui lui ont dit que cette position était trop dure, trop rigide. Il faut repenser les choses. Il faut accepter un accord intérimaire qui mène à une forme de résolution négociée. On ne peut pas s'attendre à ce que les Américains, dans les conditions que vous exigez, acceptent simplement tout ça. Et c'est uniquement parce que les Iraniens ont subi toutes ces pressions que très à contre-cœur et de manière très controversée en Iran, le protocole d'accord a été signé. Donc oui,
Ça a été controversé en Iran et ça a été critiqué à l'intérieur du pays. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard peut-être, le protocole d'accord s'effondre. Et ceux qui avaient critiqué l'abandon de la position initiale, pas de cessez-le-feu intérimaire, pas de négociation, se sentent maintenant confortés dans leur point de vue. Ils disent, voyez, ce qu'on disait depuis le début était juste. On ne peut pas accepter des accords de ce genre avec les États-Unis. Il faut attendre un accord final, parce que c'est la seule façon d'atteindre nos propres objectifs et de garantir notre position. Alors, ce qui s'est passé avec l'échec du protocole d'accord, c'est que les durs en Iran, et je les appelle bien les durs, ont maintenant été renforcés. Ils se sentent confortés dans leur position et ils ont gagné en influence. Et si les Chinois, les Russes ou les Pakistanais viennent maintenant leur dire « Écoutez, revenons à quelque chose comme le protocole d'accord », ils répondront « On a déjà essayé, ça n'a pas marché. » D'accord. En fait, c'est un point intéressant que vous soulevez là. Est-ce que vous avez des informations ou même une idée sur ce que pensent les Iraniens, les Chinois, les Pakistanais, les Russes ou tous ceux qui insistaient pour que vous signiez ce protocole d'accord? Qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui? Parce que j'ai du mal à imaginer qu'ils essaient à nouveau de vous le proposer. Je ne vois aucune preuve qu'ils le fassent. Et je ne peux pas parler au nom des Chinois, ni au nom des Pakistanais. Mais le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a fait toute une série de déclarations plus tôt dans la journée. Et je pense que les gens doivent en être conscients. Il a dit qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la fiabilité des États-Unis concernant leurs propres accords avec l'Iran. Mais il a reconnu les difficultés que les Russes ont rencontrées depuis la rencontre d'Anchorage pour amener les Américains à respecter les accords ou les engagements que, selon les Russes, les Américains y auraient pris. Donc c'est presque comme si Lavrov disait « Eh bien, les Iraniens n'ont pas tort. Nous avons vécu la même chose à Anchorage. Nous pensions avoir conclu un accord avec les Américains, et puis, presque aussitôt, tout s'est effondré. Les Iraniens, eux aussi, avaient trouvé un accord avec les Américains, avec le protocole d'entente, et lui aussi s'est effondré. Donc on peut comprendre que les Iraniens aient un point. Mais ça, c'était Lavrov. Ce n'est pas encore Wang Yi, qui est sans doute plus important aujourd'hui. Les Chinois jouent probablement un rôle plus décisif ici. Ils ont plus d'influence sur l'Iran que la Russie. Pour l'instant, je n'ai rien entendu du côté pakistanais. Je vais y revenir dans une minute. Gary, si tu peux retrouver, je crois que tu vois de quel extrait de Sergei Lavrov on parle, celui qu'on a sous la main. Essaie de le préparer, je vais y faire référence dans un autre contexte dans un instant. Mais restons sur le dernier point, ou plutôt sur l'un des sujets du moment concernant le président Trump. Comment cet accord est-il perçu ici? C'est une chose de dire, bon, vous parlez d'éliminer des dirigeants, c'est mal. Là, il n'y a clairement aucune morale. Ou encore, vous revenez sur le protocole d'accord, ce qui pose aussi problème. Mais qu'en est-il de cette nouvelle idée où le président Trump voudrait devenir en quelque sorte le président, l'ange gardien du détroit d'Ormuz, et faire payer une sorte de taxe d'extorsion de 20%, enfin un péage, à tout navire qui en sort? Ce qui veut dire en gros le monde entier, tous les pays du Golfe. Qui franchement va payer ça? Je veux être remboursé parce qu'on protège une partie du monde qui est très riche. On dépense de l'argent. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on va être remboursé pour cette protection. On protège les pays qu'on aide. Par exemple, regardez ces 5 pays. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, comme je le dis toujours, Bahreïn, et d'ailleurs il y en a d'autres.
il y a le Koweït et d'autres encore. Et eux, ils s'en sortent très bien. Mais nous, on pense que c'est normal de dire qu'on n'a pas besoin d'eux. On a plus de pétrole que n'importe quel autre pays au monde. Et si on ajoute le Venezuela, qui est incroyable, avec d'énormes réserves de pétrole qu'on contrôle. Je veux dire, oui, enfin, on ajoute même notre propre dotation là-dedans. On ajoute aussi ce pays dont on vient littéralement de voler le pétrole, le Venezuela, sans la moindre gêne. On l'a dit ouvertement. Mais bon, on va en parler à part de cette question de protection, on la met de côté un instant. Par contre, toute cette histoire d'ange gardien, de protection du détroit, comment ça passe, ça, en Europe? Eh bien, je pense que les gens vont être consternés. Ce que je peux dire, c'est que Donald Trump a l'habitude de dire des choses et de parler de cette manière-là. Et je ne suis pas sûr que les gens le prennent toujours très au sérieux. Mais s'ils le pensent vraiment, alors là, c'est choquant. Le principe même de ce que font les États-Unis dans le détroit d'Ormuz, c'est de protéger la liberté de navigation. Ce qu'il décrit, ce n'est pas la liberté de navigation. C'est plutôt les États-Unis qui se mettent à la place de l'Iran et en quelque sorte prélèvent encore plus de péages que ce que l'Iran comptait faire. Franchement, ça ne ressemble pas à une protection des autres par les États-Unis. Sauf dans le même sens, vous voyez, que certaines personnes à Chicago parlent de protection. C'est un peu ça, l'impression que ça donne. Oui. Ouais, Joey, on va t'aider là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas vraiment le genre de truc avec lequel la diplomatie d'État a l'habitude de bosser. Mais bon, puisqu'on a passé cette autre vidéo, parlons aussi de cette partie-là. D'abord, toute cette histoire d'ange gardien, c'est du grand n'importe quoi. Ça n'arrivera jamais. Parce que si on n'est même pas capable de prendre le contrôle du détroit face à l'Iran, on ne va certainement pas y entrer. Le contrôler et faire payer des droits de passage, c'est physiquement impossible. Donc c'est juste absurde, même si ça va en énerver certains. Mais parlons de la dernière partie. Maintenant, on dit à tout le monde, au fait, je veux être payé pour la protection, alors qu'on n'a protégé personne. On n'a pas protégé l'Arabie Saoudite, on n'a pas protégé le Koweït, on n'a pas protégé le Qatar, ni les Émirats Arabes Unis. On n'a même pas protégé nos propres intérêts. Et maintenant, il veut carrément de l'argent. Je suis juste honnête là. À un moment donné, est-ce que les pays du Moyen-Orient, nos alliés en Europe, nos amis, ne devraient pas commencer à dire que ce type a perdu les pédales? Et je ne dis pas ça de façon péjorative, mais comme un constat de réalité. Quelqu'un qui tient de tels propos, c'est tout simplement irrationnel. Est-ce que quelqu'un va finir par réagir à ça? Eh bien, je pense que vous avez tout à fait raison. D'abord, c'est irrationnel. Je veux dire, comme vous le dites très justement, c'est tout simplement impossible à faire. Les États-Unis n'ont aucun mécanisme pour le faire. Et si jamais ils le faisaient, ce serait choquant. C'est irrationnel. Et ça va complètement à l'encontre de tout ce que les États-Unis affirment défendre depuis aussi longtemps qu'on s'en souvienne. Et oui, cela finira par avoir un impact. Probablement d'abord au Moyen-Orient, avant d'en avoir en Europe. Parce que, comme vous le dites, les pays du Moyen-Orient, les États du Golfe Persique, ne sont pas protégés. On leur demande donc de payer, alors qu'en réalité, ils ne sont pas protégés. Ils pensaient l'être, mais ils viennent de découvrir que ce n'est pas le cas. Pour eux, tout ça paraît de plus en plus comme une relation d'exploitation, presque prédatrice. Et d'ailleurs, depuis un certain temps déjà, plusieurs responsables du Golfe Persique ont commencé à le dire très clairement. À un moment, ils finiront par dire « ça suffit ». Nous avons bien travaillé avec les États-Unis par le passé. Nos relations ont été bonnes, mais nous ne pouvons pas continuer à coopérer avec les Américains s'ils persistent dans cette voie, surtout avec un président comme celui-là.
Il va falloir chercher d'autres partenaires ailleurs et organiser nos propres arrangements. Et c'est une chose à laquelle les Américains devraient vraiment réfléchir. Parce qu'au bout du compte, si les Saoudiens, les Qataris et d'autres encore décident qu'ils doivent trouver d'autres garanties de sécurité, avec d'autres acteurs, les Chinois par exemple, eh bien, même s'ils n'en ont pas forcément envie pour de bonnes raisons, ils en ont la possibilité. Et s'ils estiment qu'ils doivent le faire, ils le feront. Vous savez, ça va bientôt devenir plus qu'une simple question théorique. Parce que quand le président Trump a signé le protocole d'accord, le 17 juin, il a eu un rare moment d'honnêteté. Il a dit, eh bien, j'ai dû le faire, parce que notre réserve stratégique de pétrole, la SPR, n'avait plus qu'environ 4 semaines de pétrole utilisable. Après ça, on allait devoir soit arrêter de l'utiliser, soit commencer à puiser dans nos réserves militaires d'urgence, l'un ou l'autre. Et d'après la plupart des estimations, c'est là qu'on en est maintenant. Donc on va voir comment ça va se passer. Il a aussi dit, je ne veux pas être le président Hoover. Je ne veux pas être celui qui préside à une dépression mondiale. Et ça, c'était en juin. Alors voilà, on dirait qu'il a oublié tout ça et qu'il revient en arrière pour remettre le blocus en place. Ce qui, concrètement, nous ramène exactement à la situation du 16 juin avant tout ça. Mais il y a un risque supplémentaire, potentiellement plus grave. Et c'est celui lié aux Ansar Allah, les Houthis. Ils ont menacé de fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Et ils ont dit, vous savez, ça fait longtemps que les gens redoutent un pétrole à $200 le baril. Mais maintenant, avec les réserves stratégiques et les autres stocks qui s'épuisent, cette menace n'a plus rien de théorique. Qu'est-ce qui va se passer en Europe si on continue comme ça, que le Bab el-Mandeb est bloqué, que les réserves stratégiques sont à sec et qu'on n'a plus rien à vendre à personne? À ce moment-là, le prix du pétrole va grimper pour tout le monde et ça va créer de gros problèmes économiques pour l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, si on en arrive à ce genre de situation, on verra une situation économique vraiment, vraiment mauvaise en Europe. Je pense, pire qu'une récession. En fait, ça pourrait être une dépression. Ce serait une crise au moins comparable à celle de 1973, quand je m'en souviens très bien, on avait le rationnement de l'essence, des coupures d'électricité un peu partout en Europe. Au Royaume-Uni, l'industrie ne pouvait travailler que 3 jours sur 7 par semaine. Sauf que cette fois, ce serait sans limite de durée. Ce ne serait pas quelque chose qui se termine en 2 semaines, comme à l'époque. Là, ça durerait beaucoup, beaucoup plus longtemps et ça provoquerait une crise vraiment très profonde. Et c'est à cause de cette crise, et là on revient à votre point précédent, les gens commenceraient alors à remettre en question la pertinence de cette relation avec les États-Unis. Beaucoup auraient la conviction profonde que ce sont les États-Unis et leur président qui nous ont conduits à cette situation. Et on verrait apparaître quelque chose qu'on ne voit pas vraiment en Europe en ce moment. Pas seulement des critiques envers le président Trump, mais un véritable anti-américanisme qui commencerait à s'installer. Et ça, on ne l'a pas vu en Europe depuis vraiment très très longtemps. Vous savez, rien n'arrive jamais dans le vide. Toute cette situation dont on parle au Moyen-Orient et que vous avez évoquée il y a un instant a aussi des répercussions et un lien direct avec ce qui se passe dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine et tout ce qui en découle. On a souvent parlé par le passé de certaines décisions assez folles de dirigeants européens et de la façon dont ils gèrent cette guerre avec la Russie et tout le reste. Mais on peut se demander, et vous avez mentionné Sergueï Lavrov tout à l'heure, si certains dirigeants européens ne vont pas commencer à se dire « Je comprends ce qu'il veut dire, je comprends ce que disent les Iraniens, je vois ce que fait le président Trump,
Et tout à coup, Sergei Lavrov commence à paraître un peu plus cohérent. Les négociations et les garanties de l'Occident ont été conclues en 2014, 2015 et 2019. Dans tous ces cas, ces garanties ont été détruites par l'Occident lui-même. Elles se sont révélées fausses. Во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом. Они оказались ложными. Ну и точно так же в 2022 году уже... De la même façon, en 2022, il y avait déjà une négociation entre la Russie et l'Ukraine, et elle a été sabotée par ce même Occident, ouvertement et publiquement. Nous ne croirons plus que l'Occident veut des solutions négociées. Ce capital de bonnes relations et d'espoir est complètement épuisé. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно. L'espoir est complètement épuisé parce qu'il a suivi une longue lignée et il aurait pu faire beaucoup plus. Il aurait d'ailleurs pu mentionner le Moyen-Orient, où la parole des États-Unis ne vaut littéralement pas le tweet sur lequel elle est envoyée. Alors, si ce qu'on vient de décrire commence à avoir de vraies conséquences économiques en Europe, et que tout cela remonte aux décisions et aux choix faits par le président Trump aux États-Unis pour lancer une guerre que personne ne voulait et dont personne n'avait besoin, et qui maintenant nuit à tout le monde. À un moment donné, il me semble, Alexandre, que même ces dirigeants européens qui soutiennent automatiquement Washington, peut-être même le Premier ministre britannique, finiront par dire « Nous aussi, on a atteint nos limites », qu'il n'y a plus d'espoir à simplement vous suivre par réflexe et qu'il va falloir tracer notre propre voie. Sommes-nous en train de rapprocher des instruments? Je pense que pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait à ce moment-là. Mais si on entrait dans le genre de crise économique dont on parlait, alors oui, on s'en approcherait clairement. Aujourd'hui, il y a encore énormément de bonne volonté en Europe envers les États-Unis. C'est très répandu. Le président, lui, est impopulaire, mais les gens ne disent pas encore que c'est toute l'Amérique qui est comme ça. Mais si on en venait à ce type de crise, si les Européens avaient le sentiment que l'Europe ne tire plus rien de cette alliance, rien d'autre que des ennuis, des problèmes économiques, une crise, des guerres, parce que les Américains ne tiennent pas leurs engagements, alors oui, à ce moment-là, les gens sortiront du silence et commenceront à parler en ces termes. Est-ce que je peux juste dire un mot sur ce que Lavrov disait à ce moment-là? Parce qu'en fait, dans ses déclarations qu'il a faites au Mozambique, Lavrov critiquait surtout les Européens. Ce n'était pas vraiment les Américains qu'il visait. Non, il s'en prenait aux Européens. Il disait que ce sont eux qui ne tiennent jamais leurs promesses, qu'ils signent des accords, mais qu'ils les rompent toujours, qu'ils les sabotent systématiquement. Il a bien mentionné l'Occident, il a mieux, donc il n'absout pas les Américains, mais il met clairement la plus grande part de responsabilité en ce moment sur l'Europe. C'est d'ailleurs ce que les Russes font depuis quelque temps. Mais bien sûr, si on regarde la réalité historique, les Américains, eux, ont toujours été là. Et les Européens, bien sûr, le savent. Les gouvernements européens connaissent la même histoire. Donc il n'est pas difficile de comprendre pourquoi certains dirigeants européens pourraient dire que c'est l'Amérique qui nous a mis dans ce pétrin au Moyen-Orient. C'est aussi l'Amérique, selon eux, qui nous a entraînés dans ce chaos avec la Russie et l'Ukraine. Parce que ce sont les Américains qui, avant tout, ont insisté pour que la porte de l'OTAN reste ouverte à l'Ukraine. Et ce sont aussi les Américains qui, tout comme les Britanniques et d'autres, ont saboté à la fois les accords de Minsk et l'accord d'Istanbul d'avril 2022. Alors les dirigeants européens, qui risquent de subir énormément de pression, s'ils se retrouvent dans cette situation, il n'est pas difficile d'imaginer ce qu'ils feront.
Ils vont accuser les Américains d'être responsables de tous leurs problèmes. Ils diront, nous avons été loyaux envers les États-Unis et regardez où ça nous a menés. Comme je l'ai dit, il y a un vrai risque que l'anti-américanisme recommence à se développer en Europe. Je me souviens qu'il y en avait beaucoup dans les années 70 et 80, après le Vietnam et pendant les différentes crises nucléaires de l'époque. Puis c'est retombé. C'est presque complètement disparu, mais je peux très bien imaginer comment ça pourrait revenir. Et je pense d'ailleurs que chez certaines personnes, ça n'a jamais vraiment disparu. C'est juste resté sous la surface. Et qu'en est-il de cet aspect-là, encore une fois, si on revient à l'idée que rien n'existe dans le vide? Même sur les sujets dont on parle ici, il semble y avoir une force d'attraction égale, voire plus forte en ce moment, qui pousse les dirigeants européens à se dire « Oui, mais je ne veux rien dire sur le président Trump, ni sur l'Amérique, ni sur ce qu'ils font qui nuit à nos intérêts au Moyen-Orient. » Parce qu'ils ne veulent pas que Washington réponde. Très bien, dans ce cas, on reprend nos jouets militaires, on rentre à la maison et on vous laisse gérer seul la Russie et cette histoire d'Ukraine. Dans quelle mesure cette crainte empêche-t-elle les dirigeants européens de dire quoi que ce soit contre Trump? Je pense que ça joue un rôle énorme. Les Européens le savent très bien, quoi qu'ils en disent. Malgré tout ce qu'on entend sur le réarmement, sur les dépenses militaires, sur la montée en puissance de l'Allemagne et tout le reste, ils ne veulent absolument pas que les Américains s'en aillent. Et il y a deux raisons à ça. D'abord, ils savent qu'en cas de conflit avec la Russie, les États-Unis sont le seul pays de l'OTAN capable d'égaler, voire de surpasser, la Russie en puissance conventionnelle. Les Européens, s'ils arrivaient vraiment à se coordonner, pourraient peut-être y parvenir ensemble. Mais c'est toujours compliqué. Les Américains, eux, peuvent le faire seuls. Et ça change tout. Ça, c'est un point. Mais il y en a un autre, encore plus important, que les Américains, je crois, ne comprennent jamais vraiment. C'est qu'en Europe, nous avons une longue histoire de conflits entre nous. Nous nous sommes fait la guerre à maintes reprises, tout au long de notre histoire. Il y a eu les guerres napoléoniennes, puis les 2 guerres mondiales, et il existe toutes sortes de rivalités et de méfiances entre les pays européens, qui restent là, juste sous la surface. Les Américains ont été présents ici, et ils ont réussi à maintenir tout cela sous contrôle. Quand les Européens disent que les Américains ont apporté la paix en Europe, c'est vrai. Les Américains ont apporté la paix entre les Européens eux-mêmes, sans même parler des Russes. Si les Américains s'en vont, on se retrouve à nouveau dans une situation où tout repose sur nous, entre nous. Et personne ne sait vraiment ce qui se passera alors. Est-ce qu'on retombera dans une situation de conflit les uns avec les autres? Est-ce qu'on sera capable de garder sous contrôle ces vieilles querelles et ces passions historiques qu'on a connues autrefois? Personne n'en est absolument sûr. Donc, l'idée que l'Amérique parte, qu'elle retire toutes ses forces d'Europe, c'est quelque chose qui effraie profondément les Européens. D'ailleurs, et je l'ai déjà dit dans ces émissions, les Russes partagent aussi une partie de ces craintes. Les Russes préféreraient de loin une présence américaine en Europe plutôt qu'une Allemagne réarmée. Eh bien, c'est fascinant. En fait, je crois que c'était hier, ou peut-être avant-hier, que le président Poutine a fait une déclaration. Parmi les choses qu'il a dites, il a expliqué, en gros, écoutez, il n'y aura pas de paix entre la Russie et l'Ukraine, ni ailleurs, tant qu'on n'aura pas une architecture pour le continent à laquelle tout le monde devra adhérer. J'ai trouvé ça très intéressant, parce que d'après ce qu'il dit, le président Poutine ne parle pas de vouloir simplement vaincre tout le monde
et de reconstruire un nouveau rideau de fer, et ainsi de suite. Il dit plutôt, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. J'ai l'impression qu'il voit plus loin que le conflit actuel, et qu'il dit, il faut qu'on revienne à un moment où on pourra avoir une sorte d'architecture de sécurité intégrée à l'échelle de l'Europe. Et je pense qu'il le dit sincèrement. Vous pensez vraiment ça? Absolument. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il le pense sincèrement. Et je crois qu'il comprend que la clé pour y parvenir, encore une fois, c'est les États-Unis. C'est pour ça qu'au grand agacement de beaucoup de gens en Russie, il veut maintenir une forme de dialogue avec les Américains. C'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Les Russes, tout comme les Européens, savent que si les Américains se retirent simplement d'Europe, cela peut créer une situation très dangereuse, potentiellement très dangereuse, à la fois pour les Européens et pour les Russes. Donc pour les Russes, le scénario idéal, et je parle bien du meilleur scénario possible, c'est que l'Amérique reste en Europe, avec une nouvelle architecture de sécurité. Les intérêts de sécurité de la Russie sont d'abord reconnus par les Américains, et donc, par extension, par le reste de l'Europe. Et c'est ce qui préserve la paix. C'est ce que les Russes veulent voir. Ils ont connu beaucoup de guerres avec les Européens. Aujourd'hui, ils sont en guerre. Ils n'aiment pas ça, et ils ne veulent pas que cette situation dure éternellement. Pour eux, c'est une question existentielle. Et pour atteindre une sécurité et une paix durable, le meilleur moyen serait de parvenir à une forme d'accord ou de compréhension avec les Américains. D'ailleurs, Poutine a fait un long discours sur ce sujet en décembre 2021 devant le ministère russe des Affaires étrangères, où il a exposé beaucoup des points que je viens d'évoquer, ou du moins une partie d'entre eux. Et ça vaut la peine d'y revenir et de le relire. Oui, je vais y revenir et regarder ça. Dernière question. J'aimerais creuser un peu plus dans cette direction. J'ai toujours soutenu qu'à la fin de la guerre froide, c'était là qu'il aurait fallu aller. On avait toutes les cartes en main pour le faire, en intégrant l'Union soviétique vaincue et les Russes qui étaient encore dans une position très malléable afin de construire une architecture européenne commune. Mais bien sûr, au lieu de ça, on a dit non, il nous faut un ennemi. Alors on a décidé que la Russie serait cet ennemi. On a avancé l'OTAN et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui encore, on fait face à ce vent contraire énorme. Des gens, et on peut facilement citer 7 ou 8 pays européens, qui continuent de dire « Mon Dieu, la Russie va nous attaquer en 2029, en 2030, il faut se préparer à la guerre » et tout ce genre de discours. Alors, il y a encore ça, mais ce n'est pas une affirmation. C'est une question. Est-ce que, selon vous, il y a peut-être encore, sous cette haine envers la Russie qui remonte à la guerre froide, assez d'intelligence et de passion latente pour dire « Écoutez, sortez du bassin. Vous avez tout gâché pour tout le monde. Vous avez eu 30 ans pour faire les choses à votre manière et ça a lamentablement échoué. Vous avez eu 4 ans et demi pour réparer ça en Ukraine et ça aussi, ça a échoué. L'Ukraine est aujourd'hui en ruine à cause de ce que vous avez fait. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait enfin mettre en place une architecture de sécurité à l'échelle européenne pour que tout le monde puisse vivre en paix, sans craindre une armée russe qui envahit ou des missiles qui tombent? Est-ce qu'il y a une chance que ce courant-là émerge et dépasse cette mentalité de haine héritée de la guerre froide, si on peut l'appeler comme ça? Alors là, je dois faire très attention, parce que c'est exactement ce que j'aimerais voir. Et comme on dit, le vœu est souvent le père de la pensée. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de penser que ça va arriver, mais je vais essayer de rester réaliste. Et malgré tout, je dirais que oui, je pense que cet électorat existe. J'en suis même assez sûr. Il existe dans le sud de l'Europe, dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce, et dans une certaine mesure en France.
Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça et qui aimeraient voir une situation vraiment stable en Europe, avec les Russes évidemment présents et impliqués, et avec les Américains toujours là aussi. Et je pense qu'il y aurait certainement, dans le sud de l'Europe, un électorat favorable à une renégociation de l'architecture de sécurité en Europe. Les pays dont je suis moins sûr, malheureusement, ce sont la Grande-Bretagne et l'Allemagne. En Grande-Bretagne, nous traversons une période vraiment très étrange où, à cause de nos propres problèmes internes, qui sont réels et très importants, nous avons extériorisé une grande partie de notre colère et nous l'avons dirigée contre les Russes. Et nous sommes devenus, je crois, un obstacle majeur, un vrai problème pour les tentatives d'atteindre la paix. Cela dit, si on remonte aux années 40 et au début des années 50, la Grande-Bretagne a déjà connu quelque chose de similaire à cette époque. Et nous avons tenu bon. Et avant même que l'on commence à aller vers la détente en Europe, dans les années 60 et 70, le Royaume-Uni a vraiment joué un rôle constructif. J'aimerais donc que ce soit pareil aujourd'hui. Et c'était encore plus vrai pour l'Allemagne. L'Allemagne des années 40 et 50, l'Allemagne de l'Ouest, je veux dire, était elle aussi très hostile à la Russie. Le chancelier allemand de l'époque, Konrad Adenauer, était extrêmement hostile aux Russes, au communisme, à tout ce qui s'en rapprochait. Mais ensuite, dans les années 60, il y a eu un tournant. Des forces politiques en Allemagne ont commencé à dire que ça allait trop loin. Et c'est là qu'est né l'Ostpolitik de Willy Brandt, d'Helmut Schmidt et d'autres. Encore une fois, j'ai du mal à croire que cet électorat est complètement disparu en Allemagne aujourd'hui. Comme vous le savez, je vais assez souvent en Allemagne. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la jeune génération là-bas semble vraiment beaucoup plus ouverte à de nouvelles idées, plus prête à parler de paix, à accepter ces systèmes de sécurité dont nous avons discuté. Ils ne veulent absolument pas de guerre. Et je pense que, si on leur en donnait la chance, s'ils en avaient l'occasion, ils soutiendraient cette approche. Mais nous en sommes encore très loin. Pour l'instant, les systèmes politiques, aussi bien en Allemagne qu'en Grande-Bretagne, sont très hostiles à ce genre de politique dont vous parlez. Et vous savez, vous parlez de la perspective de la guerre pour l'Ukraine. Franchement, il faudrait qu'on fasse une autre émission entière là-dessus. Mais si ces amateurs de guerre arrivaient à y parvenir, et si la Russie acceptait un accord sur les conditions ukrainiennes ou européennes, alors ce serait gravé dans le marbre. Oubliez toute idée de détente. Ce serait fini. Étrangement, je me dis que si ça échoue, si les États-Unis échouent au Moyen-Orient, et que toutes ces élites, que je considère comme des élites en déclin, en train de pourrir, aussi bien en Occident qu'aux États-Unis et en Europe, commencent à s'effondrer, et que les gens ordinaires commencent à en payer le prix, économiquement, voire en matière de sécurité nationale. Alors là, je pense que cette partie de la population aurait une chance de se relever des décombres. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. J'aimerais... Je pense que vous avez raison. C'est amer à dire, bien sûr, parce qu'on parle d'un échec, et en Europe, d'une défaite pour mon propre pays. Je suis en Grande-Bretagne, et évidemment, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de voir. J'aimerais qu'un gouvernement britannique prenne une décision positive en faveur de la paix, parce qu'il comprendrait que c'est dans l'intérêt du Royaume-Uni et de l'Europe. Que Dieu vous entende. En l'absence de cela, je dois dire qu'il est impossible de contester la logique de ce que vous venez de dire. Oui, la seule chose qu'on peut espérer, c'est que, je ne sais pas, une nouvelle figure émerge. Quelqu'un comme Martin Luther King, tu vois, avec cette force morale capable de percer à travers tout ça.
ou même quelqu'un venu tout droit du passé britannique. Vous, au Royaume-Uni, vous en avez eu plusieurs au fil des siècles. Des gens qui ont brisé les schémas établis, qui ont tout changé par leur volonté et leur leadership. Donc ne perdons pas complètement espoir. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on y arrive. Parce que si on échoue, si on n'y parvient pas, on pourrait bien voir un champignon nucléaire s'élever quelque part. Et là, tout le monde perdrait. Et il serait très difficile de s'en remettre. Il faut absolument éviter ça, à tout prix. Merci d'être venu aujourd'hui pour parler de tout ça. Appreciate you coming on today and talking about these things. And to let people know. Et pour que tout le monde le sache, je ne suis pas sûr qu'il reste encore des billets. Mais pour tous nos fans qui adorent Alexander Mercouris, si vous voulez le rencontrer en personne, vous pouvez venir dans le Tennessee les 1er et 2 août, au Centre juridique 1776. Vous pouvez voir les billets disponibles sur le bandeau défilant ou en bas de l'écran, juste là. Je pense qu'il en reste peut-être encore quelques-uns. Je n'ai pas encore parlé à Robert. La dernière fois, il m'a dit qu'il en restait. J'espère que c'est toujours le cas. Mais à mon avis, même si vous traînez un peu devant l'hôtel, vous pourrez sûrement avoir son autographe. J'ai vraiment hâte de le revoir. Vous pourrez nous voir tous les deux. On sera là en personne, avec Robert Barnes et Larry Johnson. De très chouettes personnes. J'ai vraiment hâte de vous retrouver et de passer un bon moment ensemble là-bas. Really looking forward to getting to see you guys and spend some time together there. Absolument. Et ce sera un événement formidable. Franchement, si vous pouvez avoir des billets, allez-y. Je pense que vous passerez un excellent moment et vous nous rencontrerez tous les deux. Vous entendrez aussi des intervenants passionnants. C'est dans des lieux comme celui-ci, dans ce genre de débats et de conférences, que l'avenir se construit vraiment. C'est quelque chose que je tiens à dire. On a parfois l'impression qu'on n'est pas si nombreux, mais en réalité, nous sommes bien plus qu'on ne le croit. Et quand on se rassemble tous, c'est là qu'on devient convaincant et vraiment puissant. Indeed, couldn't agree with you more. And there's also Absolument. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous. Et il y a aussi la chaîne YouTube d'Alexander Mercouris pour ceux qui veulent le suivre au quotidien. Merci beaucoup et on a hâte de vous retrouver. D'ailleurs, dans environ 1 heure, on recevra un autre de nos collègues, Steve Germain, dans l'émission. Il va parler de ce qui se passe en ce moment, une possible 4e nuit consécutive d'attaques américaines contre l'Iran. Que va-t-il se passer ensuite? Avec son expérience du combat naval, il a des analyses vraiment intéressantes que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Et puis, pour la première fois dans notre émission, nous aurons le Dr. Ron Paul. Il va revenir sur certains des sujets qu'Alexander et moi venons d'aborder, notamment ses vieux réflexes de la guerre froide et comment il condamne notre politique envers la Russie à l'inefficacité, et surtout ce qu'on peut faire pour y remédier. Ce sera Ron Paul cet après-midi. Et puis encore un invité, Mike Adams, qu'on appelle le Health Ranger. Il va parler d'un sujet important. Si vous ne pouvez écouter qu'une seule émission aujourd'hui, ce sera peut-être celle-là, parce qu'il va expliquer les dégâts invisibles que cette guerre a déjà causés et ce qui pourrait arriver ensuite si on ne fait pas lever ce fichu blocus rapidement. C'est pire que ce que vous imaginez. Et si vous voulez la vérité, la vraie, sans compromis et sans peur, soyez là aujourd'hui à 15h et vous saurez. On se retrouve alors dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez cette émission avec quelqu'un que vous aimez. Hit that like button and share this with somebody you love.